Bonjour, aujourd'hui on va faire un entretien avec Evelyne Rigaud, artiste internationelle, performeur et surtout international parce qu'il a voyagé partout le monde. Et récemment il a participé en plusieurs expositions, une exposition on va dire singulière, non c'était Pink et plus une collective comme Humaine. Alors on dit bonjour à Evelyne, merci beaucoup pour être là. Ouais, merci à toi de m'inviter. Alors tu me parlais que c'est la première fois que tu vas parler de ce sujet en français. Comment tu te sens avec cette question? Comment tu te sens? Je trouve ça intéressant parce que j'ai toujours présenté mon travail en espagnol et le fait de le présenter en français, ça va me permettre d'être peut-être plus précise sur les termes ou sur le contenu. Et puis c'est vrai que ça va me permettre de l'envoyer aussi à ma famille qui à chaque fois le voit via les réseaux sociaux et là, bah, ils vont pouvoir avoir un peu plus d'informations sur le contenu. Donc merci beaucoup. Non, à toi, surtout à toi pour avoir venu. Moi aussi, je pense que des fois, on va dire, les milieux de communication, on va dire, les revues, les journaux, des fois, quand ils font une interview, quelque chose comme ça, on va dire que les artistes, à la fin, ils utilisent un peu ça aussi pour se montrer au monde, non? Mais ça fait pas longtemps, il y a un professeur qui me disait que c'était plus, à la fin, c'est plus pour que ta famille, tu vois, non? Et alors, pour commencer, ça fait pas longtemps, je pense que c'est un concept intéressant. Tu as développé une performance et toi, tu es dans une espèce de, on va dire, de cage et tu essaies on va dire, tu luttes avec cette cage pour sortir dedans d'elle euh, comme une façon de lutter contre les stéréotypes de genre, non? Est-ce qu'on pourrait l'expliquer comme ça? Mais exactement, la performance elle date, enfin j'ai commencé en 2023, donc l'idée est arrivée en 2022, le temps que je travaille jusqu'en 2023. Et vraiment la cage, ça a été une manière de représenter cet enfermement, ces stéréotypes qui vont te contraindre dans une espèce de boîte ou Mhm, de cage avec des étiquettes et toi tu dois rester dans cette boîte. Avec la société, tu vas te mettre dans un espèce de moule mhm, et cette cage en fait, ben, ça représente un peu la pression que nous donne la société. Après la cage, moi j'ai l'impression que je peux bouger à l'intérieur, mais c'est vrai que de l'extérieur ça peut donner une sorte de une sensation d'enfermement pour le public, ça peut provoquer une certaine peur parce que ça a l'air d'être assez petit. Et, euh, et donc aussi au niveau des matériaux employés, mhm, alors j'ai mis du bois pour la structure, mais le plastique c'est intéressant parce que ça me permet aussi d'avoir quelque chose de transparent. Parce que mhm, finalement dans la société c'est pareil, les contraintes de la société, on les voit pas forcément. mhm, Et c'est quelque chose d'invisible, mais finalement quand moi je me présente avec l'allure que j'ai, bah forcément j'ai les cheveux courts, j'ai des tatouages, donc forcément les personnes vont penser, vont me catégoriser avec certaines étiquettes, mais c'est invisible, c'est une espèce de sensation qu'on a quand, mhm, par exemple, si je te rencontre la première fois, je me dis, je vais forcément, je vais te mettre une étiquette. mhm. Et donc là, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est extrêmement visible, toutes ces étiquettes, mais le plastique fait que finalement, moi, je suis enfermée. J'ai une limite entre le monde et moi. Mhm. Bon, à la fin de la performance, j'en sors, bien sûr, de cette cage, mais ça permet d'avoir ouais, cette contrainte invisible, mais en même temps présente. C'est intéressant que tu parles de l'invisible parce que dans le livre euh, sur le châtiment, sur l'histoire de l'institution, quand Michel Foucault nous parle de la prison, nous parle de que la prison, il y a un effet, non, c'est de séparer, mais aussi c'est de invisibiliser. Ça veut dire que on voit pas qui c'est qui est dans la prison, non? C'est un lieu fermé où on voit pas, simplement on sait que dedans il y a des personnes, mais on sait pas exactement qui c'est, non? On va dire que je pense que le transparent, ça aide à montrer qu'est-ce que cette société enferme, non? Peut-être parce que des fois, on est plus à l'aise avec le fait que la société enferme, mais on s'en fout de les personnes qu'il y a derrière, non? Alors, moi, je pense que c'est un concept très intéressant. Et comme je te suggérais, je crois que ça a une relation très intéressante avec le concept de Iron Cage, non? On va dire de fermeture en fer, non? Du sociologue Max Weber. Parce que lui, il proposait qu'à la fin, le modèle de rationalité occidentale, ça marche un peu comme ça, non? L'institution et la bureaucratie, ça nous a amené à un modèle de rationalité qui marche comme une cage pour nous, non? Et, euh, et tu penses, à vrai dire, que le gendre, c'est une rationalité qui nous enferme et qui nous empêche d'explorer une nouvelle façon de nous connaître, de nous exprimer. Ben, je pense que l'être humain, pour voir le monde, il le range dans des idées qu'on a, qui sont préconçues, qu'on nous inculque, et donc on range selon ces catégories. Donc forcément, ça nous bloque. Et oui, ben, le genre, c'est très binaire, c'est soit l'un, soit l'autre, Mhm. et donc ça nous enferme dans une catégorie. Et le fait, ouais, c'est ça en fait. Enfin,
Puis le fait d'avoir voyagé, je me dis, ben, à chaque fois, dans chaque pays, il y a des mots qui existent et pas dans d'autres. Mhm, Donc tu vois que la façon de voir le monde, c'est aussi en fonction du langage et mhm, justement le genre masculin, féminin, homme, femme. C'est des catégories fixes finalement mhm. qui nous ont été imposées et ça nous bloque un peu pour explorer ce qu'il peut y avoir entre, au milieu, que ce soit un spectre mais ça rigidifie et l'idée aussi de la cage qui est quelque chose de solide Mhm. et qui justement te bloque dans quelque chose qui va être imposé. Moi, par exemple, je pense que à la fin, par exemple, c'était la question de Derrida, la déconstruction, non? À la fin, nous suivons un modèle, non? On peut critiquer le modèle, mais à la fin, on le suit quand même, non? À niveau esthétique, à niveau moral. Ça veut dire, par exemple, nous, à niveau esthétique, on a utilisé des choses qui appartiennent à les modèles de genre masculin et féminin, non? Mais on va dire qu'on les conteste, on leur donne un sens inverse, non? Mais à la fin, je pense que les catégories qu'on utilise ont une fonction. Et la fonction, c'est peut-être de préserver un ordre traditionnel des choses, non? Mais pour Weber, à la fin, cette action traditionnelle se voit changer, c'est-à-dire il y a un changement, et nous trouvons avec un nouveau modèle, non? Mais aussi, ma peur, c'est que on va dire cette contestation du genre qu'on développe, et toi, ta performance, soit, on va dire, approprié par le capitalisme. Je sais que à la fin, notre façon, par exemple, notre forme de consommer et de construire comme genre, ça devient quelque chose qui peuvent profiter. Et non, par exemple, le maquillage ou les tatouages, c'est des choses qui font partie du capitalisme. Non, que à la fin, c'est une consommation. Non. Euh, alors, tu penses vraiment qu'on peut échapper de ce modèle? Ça veut dire, est-ce qu'on peut explorer le genre plus loin on va dire, de ses valeurs esthétiques ou conceptuelles? C'est compliqué parce que si on sort complètement, on s'isole beaucoup de la société parce qu'on est obligé, on vit dans cette société, on est obligé de jouer avec les règles de la société Mhm, pour être au moins entouré et être un peu compris et pouvoir communiquer avec les autres parce comme ça on prend la même base. mhm, Quand on explique quelque chose, on est obligé de se référer aux connaissances communes qui est le bleu, le rose, garçon, fille, mhm, super-héros, princesse, pour avoir un niveau de communication avec tout le monde. Et c'est vrai que si on essaie de partir très loin de ça, mhm. c'est intéressant parce justement, on va repousser les limites, mais en même temps, on risque d'être pas compris. Ouais, Donc, c'est faut vrai. arriver, moi, au niveau de la performance, j'essaie de rester sur quelque chose, pas forcément neutre, mais de rester pour que le public puisse s'identifier un petit peu à un moment. Parce que si je pars dans quelque chose de plus extrême, plus intense ou plus précis, j'ai peur de perdre du public en même temps. Ouais, Donc, c'est il vrai que doit sur avoir une ça, référence pour que les autres. j'essaie de rester sur une base, une référence commune Mhm. pour pouvoir avoir une connexion avec le public parce que sinon, on devient un artiste incompris ou quelque chose. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu entre essayer de faire passer une idée Mhm. avec quelque chose qui, moi, va me toucher, que je vais essayer d'exprimer, mais en même temps en restant sur une espèce de base commune pour pas perdre le public. Donc, c'est vrai que c'est un jeu un peu compliqué ouais, c'est Ouais, c'est compliqué. ambivalent, on va C'est dire. ambivalent. Il faut arriver à rester assez proche du général, mais en même temps pouvoir exprimer quelque chose qui s'en détache. Par exemple, là, tu viens de parler c'est pas la première fois que tu parles du couleur rose, non? Et le rose, pour toi, ça a été un concept un peu, on va dire, hate-love, non? Alors, il y a un anthropologue, non? C'était Claude Lévi-Strauss, qui à un moment donné, il parlait, non, de la technification de couleurs, non? Des fois, la nature nous offre les couleurs, on peut dire qu'il y a un sens naturel du couleur, et que nous, à la fin, on lui donne un sens dirigé dans notre monde, non? Par exemple, tu as parlé du rose fille, non, bleu garçon. Et, tu vois, en quelle, on va dire, quelle catégorie, quels autres concepts, tu vois aussi qu'on a, on va dire, on a technifié sur la nature. Par exemple, une fois, tu parlais aussi de la salle de sport, non? Des vestiaires, de comment tout ça, à la fin, ça divise. Euh, Quels autres exemples te trouves de notre société, de notre réalité sociale qui fassent la même chose? Hmm. Tous les endroits, dans mon expérience, à chaque fois c'est mon expérience personnelle. Pour Bien la sûr. performance, c'est vraiment que mon point de vue et comment moi je l'ai vécu. Mais tous les endroits où on doit être rangé Mhm, par un critère complètement pas, qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est les salles de bain, les WC, la salle de sport, ça va être le genre. C'est-à-dire mhm, quelque chose qui, toi, t'es né comme ça avec ton corps mhm, et c'est un critère qui fait qu'on va te ranger et qu'on va te séparer et que c'est très très strict cette séparation. mhm,
Donc pour moi, oui, c'est tous les endroits où tu dois être rangé de manière très stricte selon un critère qui tu n'as pas choisi toi en fait. C'est vrai. Donc ça, je trouve ça assez violent parce que c'est ton corps, t'es né comme ça, Mhm. tu y es pour rien, tu te sens comme ci, comme ça, tu t'es développé, tu t'es orienté vers ça. Et finalement, bah, c'est quelque chose qui, c'est pas un choix personnel à toi en disant, oh ben je préfère, je sais pas, je préfère la vanille, je préfère manger, je sais pas, des frites à la place de légumes. Enfin, ça, Mhm. c'est toi qui choisis. Mais quand c'est quelque chose qui est dans toi, Mhm. je trouve ça très violent de devoir séparer et c'est là que tu te confrontes à une espèce de violence. Les personnes qui ont pas cette violence ou par exemple bah, qui ne questionnent pas sur leur genre ou leur identité, ils passent à travers tout ça. Bon, bah, des toilettes pour femmes, bon, toilettes pour femmes. Mhm. Il n'y a aucun moment où il y a une espèce de violence. Moi, si j'arrive dans des toilettes pour femmes, déjà, je vais avoir des regards juste parce que j'ai les cheveux courts. Alors Mhm. qu'on t'a toujours appris que les filles ont des cheveux longs, principalement. Et donc, c'est oui, tous les endroits, je pense, où il y a une séparation très marquée Mhm. et où on a des personnes qui se trouvent pas dans cette séparation, enfin, qui ont ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, dans les marges, non, de Non, la à vie, hein. partir du moment où, oui, voilà, ben justement, tout ce qui est, quand tu as la marginalité, c'est à ce moment-là où tu te retrouves pas dans Mhm. les. À chaque fois, c'est toujours des oppositions assez binaires quand même. Ouais, à la fin, je pense que ça génère des expectations, non? Par exemple, une philosophe que moi, enfin, j'aime pas trop, mais c'est Elisabeth Duval, il parlait de le gendre comme système de expectative, non? Ça veut dire que à la fin, euh, la catégorisation homme-femme, c'est une façon, comme avant on parlait, non, des références communes, non? Le gendre, le masculin et le féminin, c'est une façon de savoir, ou un certain degré de prédictibilité, tu sais, Oui, de ta place dans la société, du voilà. rôle qu'on attend de toi. Voilà, et savoir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu peux m'offrir. Et, euh, et à la fin, je pense ça a beaucoup à voir avec le désir, hein, non? Je pense qu'il y a toujours une relation entre on va dire les marges de la sexualité et l'identité. Sont toujours, on va dire, liés. Ouais, toujours une liaison avec une arrogance sexuelle, tu sais. À la fin, Foucault, il parlait en partie de l'homophobie il avait existé pendant on va dire, pendant presque 2000 ans d'institution. C'était que on faisait toujours la liaison entre homosexualité et péché et que c'était on va dire un danger, une menace pour l'ordre traditionnel. C'est peut-être pour ça que le système catégorie masculin-féminin, c'est un peu, comme toi tu as dit, violent. Non, c'est Lévinas, il parlait de la violence métaphysique parce que quand tu enfermes quelque chose, tu ne permets pas qu'il parle par soi-même, non, tu ne permets pas qu'il s'exprime. Tu perds en fait toute puissance épistémique et ontologique de la chose que tu es en train de catégoriser. Et en fin de compte, je pense que quand tu parlais une fois dans une interview des vestiaires, on peut trouver beaucoup de niveaux, non, de secondaires, on va dire. Par exemple, Preciado parlait de comment les toilettes, non, les WC, par exemple, dans les toilettes des femmes, les femmes, ils doivent, on va dire, opérer en privé, non, ça veut dire chacun dans une Oui, à chaque cabine. fois, il y a une porte. Des fois, Exactement. il y a une porte. Il n'y a Exactement. pas des petites toilettes comme ça les uns à côté des autres où on s'assoit toutes. Voilà. Alors que les hommes, si, au niveau de l'urinoir. C'est public, hein. Mm. Alors, pour Preciado, il y a une espèce de politique de privé, non? De que la femme doit avoir honte, non? Et à la fin, on dirait qu'il y a toujours ils essaient d'exprimer l'honte vers le féminin, tu vois? Et ça génère aussi une pression, non? Sur le masculin. Alors, une fois, dans une interview, tu avais parlé que il y a beaucoup de gens qui réagissent à tes performances, non? Pas nécessairement des gens on va dire, queer, non? Alors, comment tu as vu cette façon de réagir à ta performance de partie des gens qui sont pas queer, non? Mais comme je te disais avant, la performance, je la laisse assez soft, entre guillemets, je pars pas trop. Donc c'est surtout basé sur le genre. Mhm. Après, les performances, souvent j'essaie de faire un débat et là j'introduis aussi la notion d'homosexualité qui, moi, dans ma vie, à un moment, dans mon adolescence, c'est assez confondu entre qui suis, qu'est-ce que j'aime, Mhm. comment faire avec ma propre vie. Mais la performance en soi, c'est surtout sur le genre. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, c'est plus pour le collectif queer qui vont plus comprendre la thématique. Et en fait, je me suis rendu compte après que les performances, les gens viennent me voir en me disant, ben oui, moi aussi j'ai ma propre cage. En fait, ils la Mhm. gardent pas juste sur la question du genre, ils se l'amènent à eux en se disant, moi aussi en fait je suis enfermée. La société m'impose de me conduire de telle ou telle manière. Par exemple, même des hommes cis hétéros qui sont venus me voir en me disant, mais moi j'aime pas le sport.
j'ai jamais été bon, j'ai pas de muscles, ça m'intéresse pas. Mhm. Et toujours, ils se sont sentis rejetés par les normes où un homme doit être fort, musclé, grand, athlétique. Ils disaient, mais moi, je me reconnais pas dans ça. Et finalement, ils se retrouvaient aussi dans cette espèce de cage à se dire, mais je suis obligée d'être comme ça. On m'oblige à aller vers un stéréotype, comme Ken et Barbie, quoi. Enfin, vraiment le Mhm. truc. Ils disaient, mais ça va pas. Donc, ils ont réussi à l'amener à leur propre terrain, ou des femmes, par exemple, qui m'ont dit, mais même nous, en tant que mère, en tant que maman, eh ben c'est pareil, on n'a pas le droit de se comporter de telle ou telle ou telle manière parce qu'on est mère. Donc finalement, ça nous met dans une cage aussi. Il y a Mhm. comme tu disais, il y a des attentes de la société que tu dois accomplir, que tu dois suivre pour. Donc finalement, les personnes hétéros qui sont venues me voir, elles ont réussi à l'amener à leur propre terrain. Mhm. Alors que ça, moi, je m'y attendais pas du tout. Avec les premières fois que j'ai fait la performance, je m'y attendais pas du tout. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup plu parce que je me suis dit, cool, le public n'est plus finalement que du public queer. Je peux arriver à mêler le Mhm. public queer et le public cis, hétéro, et finalement les avoir dans la même salle et parler un petit peu de tout. Et finalement, moi aussi, parler de l'homosexualité à un moment ou non. Parce que par exemple, la performance, à un moment, je questionne le fait soit d'être que fille ou soit d'être que garçon. Et c'est vrai que moi, au niveau de l'adolescence, à un moment, je me disais, les filles m'attirent, mais si je suis une fille, est-ce que je peux sortir avec une fille? Parce Mhm. que le concept d'homosexualité, jusque-là, à 10, 11, 12 ans, je l'avais pas encore vu. Enfin, à la télévision, ça se voyait pas trop. En cours non plus, dans le quartier, autour de chez moi, dans ma famille, je le voyais pas. Donc Mhm. je savais pas vraiment que ça existait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si je suis une fille, pour pouvoir sortir avec une fille, il faudrait que je sois un garçon. Donc là, je me suis demandé, je me suis dit, mais je veux pas être un garçon. Mais alors, donc à ce moment-là, oui, je sais que de mes 12 à 14 ans, j'ai vraiment eu une période où je savais pas Mhm. si c'était comment mêler attirance et identité. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois dans le débat, à la fin, j'introduis un peu ma question par rapport à l'homosexualité, parce que moi, je sais qu'à un moment, j'ai été perdue. Et, euh, et donc c'est pas mal parce que j'ai un public qui est donc cis, hétéro, qui vient voir une Mhm. performance, et en même temps un public queer où tu vois dans les yeux qu'ils sont passés par des phases un peu similaires. Et donc ça me permet d'avoir un discours ouvert avec un public assez mixte. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Ouais, en plus de ça, je pense que beaucoup de fois, quand on parle on va dire dans les journaux sur le queer, le queer à la fin, les gens, ils catégorisent aussi le queer, non? Oui, ils se disent, ah oui, c'est des queers, ça me regarde pas. Et Exactement. finalement, ils sont assis dans la même pièce avec quelqu'un de queer juste à côté. Donc c'est ça que je trouve très intéressant dans la performance. Parce que quand je la promeus sur les réseaux, etc., je vais pas parler d'homosexualité, je vais parler juste un peu du genre, et Mhm. que ça va remettre un peu en question les règles établies. Et finalement, après, j'ai du public très varié qui vient, et je trouve ça intéressant. Ouais, un peu de ça, à la fin, on va dire l'idée du queer, c'est de faire mettre en question tous ces concepts. À la fin, Preciado parlait de l'angoisse hétérosexuelle, non? On va dire, on a tous un système et avec ses lois à rendre. Même si on est hétérosexuel, homosexuel, quoi que ce soit, à la fin, il y a des exigences vers nous à un niveau social, non? Il y a un marché social où on doit rentrer, comme tu disais avant, et beaucoup de fois, par exemple, l'idée de corps, tu as parlé du corps, beaucoup de fois, par exemple, on établit un lieu entre la féminité et un corps qui doit être peut-être maigre, qu'on doit se maquiller, qu'on ne doit pas se muscler. Et à la fin, c'est une façon aussi de violence conceptuelle parce que ça nous oblige, on va dire, ça nous met dans une direction déjà établie que nous, on n'a pas choisi et que ça génère une illusion de liberté. Et en parlant de ça, moi je pense que ta performance, la cage à la fin, nous nous trouvons avec quelque chose qui est très lié à la liberté. Parce que par exemple, c'est vrai que toi tu as fait des expositions dans des musées, dans des salles, dans des galeries. Mais une fois, on va dire, t'as emmené ta cage dans la rue Larios en Malaga et on va dire, t'as sorti quelque chose que normalement on établit une liaison, on le relationne avec le musée. Non, par exemple, pour l'anthropologue Alfred Gell, lui, quand il étudie, on va dire, un ouvrage, il suit le chemin de l'ouvrage, non, par les musées, pour savoir qui c'est qui a une relation avec. Mais toi, tu l'as sorti de là, non, on va dire, tu l'as mis de la rue. Alors, qu'est-ce que on va dire, quelle différence t'as senti quand t'as emmené ça dans la rue, quand tu l'as sorti de son lieu institutionnel, et les réactions des gens? Qu'est-ce que t'as Alors, senti? j'ai trouvé ça très très intéressant parce que c'est vrai que quand on fait une performance dans un lieu dédié à la performance, à l'art, le public qui vient, ok, il y a
un horaire, une date, ils savent que c'est une performance. C'est-à-dire que le public qui vient est un public intéressé, Mhm. qui va venir voir quelque chose un peu d'artistique, qui sait et qui est prêt à être dérangé un peu, Mhm. à être questionné. Se dit, bon, j'y vais, peut-être que ça va me plaire, ça va pas me plaire, je vais me poser des questions, je vais ressentir quelque chose, ça va me contrarier, je vais aimer. Ils font ce pas de venir voir quelque chose de peut-être dérangeant, Mhm. en sachant que, et donc ils le savent, c'est-à-dire qu'ils sont prévenus, ils sont intéressés, certainement c'est pas forcément la première performance qu'ils vont voir ou la première exposition, donc ils ont déjà une connaissance un peu artistique, ils ont, oui, une espèce de bagage en se disant, ok, on sait vers où on va. Mhm. Que dans la rue, en fait, c'est moi qui viens te déranger dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu es en train de boire un café, tu t'y attends pas, et finalement, il y a quelque chose qui va venir te choquer, il y a quelque chose qui va venir t'interrompre Mhm. dans ce que tu fais. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est des personnes qui font pas forcément fréquenter les musées ou de l'art ou qui sont pas prêtes à ce moment-là de se dire ok, là je prends une heure, je vais voir quelque chose qui peut me déranger. Ça va venir interrompre et je trouve ça intéressant parce que ça va questionner. Il y a eu des réactions très diverses, hein. Il y a eu des réactions où bah, ils prennent leur café, ils me regardent 2 secondes, ils continuent à boire leur café. Ça les intéresse absolument pas. Voilà. L'indifférence, ouais. Après aussi des critiques, parce que forcément tu vois la performance un peu passer. En plus tu la vois pas du début à la fin, tu vois qu'un Mhm. extrait, donc tu comprends pas forcément tout, mais à partir du moment où tu vois un peu ce que je dis, etc. Et là on a eu des réflexions du genre, oui bon c'est bon, ils ont déjà tous les droits, pourquoi Mhm. ils font encore, enfin des gens qui, bon bah c'est bon, t'as la Gay Pride une fois par an, qu'est-ce que tu vas encore plus demander? Donc il y a eu aussi des réactions un peu négatives, mais finalement moi quand j'ai fait la performance j'étais entourée de toute l'équipe de la galerie, j'avais des amis autour, donc je savais que moi normalement il allait rien se passer, même s'il y Mhm. avait des gens autour qui étaient peut-être contre ce que je pouvais dire, normalement j'étais en sécurité. Mhm. Donc c'est pour ça, faire dans la rue c'est intéressant, mais c'est vrai que moi j'avais toute une équipe autour, donc j'avais pas de stress, Mhm. enfin plus que ça. Et après c'est pareil, on a eu du public où ils sont arrivés à un moment de la performance, et nous enfin, ce que j'ai fait c'est un passage dans plusieurs rues de Malaga, et des personnes qui ont commencé à nous suivre jusqu'à la fin. Mhm. Donc ça, je trouvais ça très intéressant que finalement, c'était pas prévu dans leur journée. Mais ils ont pris le temps, ils avaient le temps, ils sont arrêtés et ils ont continué à voir la performance jusqu'à la fin. Donc ça a été, c'est intéressant d'aller déranger les gens à un moment où ils nous attendent pas. Ouais, c'est un moment de, on va dire, d'émergence parce que normalement, par exemple, Lévinas parlait on va dire, on peut pas, l'identité commence pas si on n'a pas un lieu, on va dire, un lien avec l'autre, non? C'est l'autre qui nous fait émerger et c'est là que l'identité s'établit, non? Et moi, je pense que c'est très intéressant on pourrait dire, cette espèce de violence artistique, non? Parce que des fois, on est, comme on parlait de la cage, des fois, on est à l'aise dans notre cage, non? On n'aime pas que quelqu'un vienne nous déranger ni nous, on veut pas non plus qu'ils nous rappellent qu'on est dans une cage, non? Et ce niveau d'autoconscience, je pense que il est, on va dire, je crois pas que ce soit généralisé, mais je crois que dans les personnes qui ont vécu des expériences associées ou catégorisées comme queer, cette autoconscience, on va dire, elle est plus élevée parce que on va dire, on est capable de savoir qu'est-ce que c'est la discrimination, de se faire des questions sur comment on est et surtout sur comment il est le monde, non? Par exemple, là, je voulais te faire une question. Tu viens de parler des droits et du Pride et tout ça. Et je voulais te demander comment tu sens, parce que, on va dire, moi, j'ai toujours senti que dans le Pride, à la fin, dans l'orgullo gay, comme on dit, non? Il y a toujours je pense qu'il y a une capitalisation aussi de les droits de la communauté, de l'image. Et à la fin, je pense que ça fait mal, non? Ça fait mal parce que ça, ça ne parle pas pour tous les membres de la communauté, surtout parce que on sent que cette catégorisation opère encore et maintenant opère, même s'il nous reconnaît, opère vers le capitalisme, vers les choses que le capitalisme peut profiter de nous et savoir qu'est-ce que tu en penses, non? Est-ce que tu penses que le Pride vraiment marche, ça veut dire il nous défend les intérêts de la communauté ou c'est quelque chose qu'à la fin a capitalisé les intérêts de la communauté? Je pense que le capitalisme se nourrit de chaque, à partir du moment où il y a un intérêt, qu'il peut y avoir un intérêt financier, forcément il va se mettre dessus, que ce soit le Pride ou n'importe quel autre événement. Mhm. Le capitalisme va arriver et te le manger, va prendre et dire bon bah là il y a des sous à se faire, vas-y on va faire du marketing, machin, les entreprises vont forcément mettre des petits drapeaux partout parce qu'ils se disent ah ouais, hop, ça donne une bonne image, ça nous permet d'être tolérants, mais en fait le reste de l'année il n'y a pas plus de tolérance que ça, ou c'est pas pour ça que dans ces entreprises-là, il y a une charte de tolérance ou quoi que ce soit. Enfin, donc oui, c'est une question d'image en se disant ah c'est cool, c'est un truc qui en moment est un peu en vogue, on en parle beaucoup, c'est tendance, on se met dessus parce que voilà. Donc je pense que la Pride, c'est important
parce que c'est un moment où on a quand même une certaine visibilité. Moi, je me dis, quand on a 10, 12, 11, 8 ans, Mhm. voir ça au moins à la télévision ou le croiser dans la rue, on se dit, Mhm. ah, il y a peut-être d'autres personnes comme moi. Donc Mhm. je pense que cette visibilité peut être importante pour les générations suivantes, ou bon, je dis des jeunes, mais après on peut s'en rendre compte aussi beaucoup plus tard dans sa vie. Mhm. Mais qu'on ait une visibilité, je trouve ça intéressant, parce que des personnes qui sont un peu perdues sans repère, qui n'ont pas forcément accès, ou qui n'ont pas dans leur famille, peuvent se dire, ah ok, il y a d'autres personnes. Donc après, le travail de la Pride, c'est pas uniquement qu'une fois par an, etc. Nous, on existe tous les autres jours de l'année Ah oui, aussi. exactement. Voilà. Et en plus, en même temps, je prends, moi, dans mon cas, être queer, c'est pas forcément ce qui va me définir. C'est une partie de moi, oui, Mhm. mais je reste un être humain avant tout. C'est Mhm. pas ah tiens, Evelyne, la lesbienne. Non, enfin, c'est Evelyne, la personne. Enfin, donc ouais, c'est assez ambivalent. C'est parce que c'est important, mais en même temps, c'est vrai que ça a été repris par tout ce qui est capitalisme. Et puis c'est devenu, ah, bon, on va peut-être un petit drapeau là, on va vendre un pull avec un drapeau, des Mhm. chaussettes avec. Enfin, Ça devient une catégorie ça à la fin, devient, encore ouais. une cage. Par exemple, toi, j'ai lu aussi que toi, tu es toujours ouverte vers le futur, non? Que tu explores des nouvelles façons de, on va dire, de t'exprimer. Toi, tu te vois, comment tu penses que l'étiquette de artiste ou artiste queer, c'est à la fin, ça devient aussi une cage. Ça veut dire, toi, tu viens de parler, non? De que le genre, l'identité, ce n'est pas un concept qui doit définir la personne, non? Alors, toi, tu penses que c'est mieux on va dire, de te conceptualiser comme artiste queer, parce qu'à la fin, c'est vrai que ça peut, comme t'as dit, non, ça peut enfermer un peu les expectatives, les expectations des gens, non? Alors, comment tu C'est te... compliqué parce que se dire artiste queer, ça peut ouvrir des portes parce qu'il y a bah, des festivals queer, Mhm. et puis même des fois il y a des quotas. Ah ben tiens, on va C'est prendre tant vrai. de femmes, on va prendre tant d'internationaux, tant de. Et donc tu dis finalement ça me fait peut-être rentrer dans un quota, donc ça peut peut-être m'ouvrir des portes, mais en Mhm. même temps ça peut m'enfermer en disant ah oui non ça c'est du queer, c'est bon. Enfin, donc c'est à double tranchant. Il y a le côté positif, le côté négatif. Enfin, c'est compliqué. C'est vrai que la question je me la suis posée puis avec d'autres amis pareil du collectif queer et qui sont artistes. Est-ce qu'on se définit clairement comme artiste queer Mhm. ou est-ce qu'on se définit comme artiste? Donc ouais, les deux côtés sont intéressants parce que ça peut t'ouvrir des portes et t'enfermer à la fois. Donc c'est vrai que la performance, je la fais pas. Enfin, c'est vraiment sur le genre et après, c'est vrai que j'introduis après dans le débat l'homosexualité Mhm. aussi pour pas perdre les gens parce que je me rends bien compte que parler d'identité et après parler d'orientation, selon le public, des fois, c'est pas du tout clair. Mhm. Il y a un espèce de mélange général entre bah, qui tu es comme identité, comment tu te définis toi, et Mhm. qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce que tu aimes. Et des fois, je vois dans les questions du public, à la fin, je me rends compte que c'est des notions qui sont pas du tout claires. Donc j'essaie dans la performance de rester que sur le genre pour pas perdre tout le monde. Après, je sais que les personnes du collectif vont comprendre bah, les petits détails, les Mhm. nuances, mais un public plus général qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances sur le sujet, j'ai pas envie de les perdre. Je me dis, on commence simple, et puis après, avec les questions, on approfondit un petit peu pour que ça soit abordable et accessible au plus grand nombre de personnes. Est-ce que aussi, moi, je pense qu'il y a aussi ça a à voir avec la cage de Weber et même la tienne, non? Parce que euh, on va dire, tous les mouvements de libération de la sexualité ou révolutionnaires en sens social, à la fin, rentrent dans l'institution, non? Il y a une incorporation que ça produit à la fin, enfin, que quelqu'un, on va dire, quelqu'un de la communauté, bah, il est obligé à passer par les mêmes chemins de l'institution et la bureaucratie, non? Alors, ça, on va dire, ça élimine le facteur, je pense, authentique de la marginalité, non? On va dire qu'elle est intégrée dans le capitalisme. Par exemple, maintenant, on voit des revues, des journaux, on va dire des musées qui sont complètement dédiés au cuir, non? Mais à la fin, eux, ils font un peu on va dire, le même procès de sélection, de méritocratie. Ils imposent la même chose, on va dire, dans un mouvement que au début critiquait tout ça, non? Alors, pour moi, c'est toujours compliqué de parler de ça, mais à moi, ça me fait peur à la fin que c'est un peu ce qu'il raconte Derrida. Non, Derrida, il parle qu'on peut parler d'une déconstruction, mais qu'à la fin, toujours, on fait la déconstruction à partir du même building. Non? Alors, à la fin, on va reproduire les mêmes problèmes qu'on voulait éliminer. Non? Alors, par exemple, si toi, tu es un artiste, c'est une artiste queer et tu veux participer je sais pas, dans une exposition queer, à la fin, tu dois passer par un procès de sélection où toi, tu es confronté avec des autres dans un modèle de compétence que c'est le même, non, qu'on critiquait au début. C'est exactement ça, c'est qu'on se fait rattraper par un système et c'est difficile d'en échapper parce qu'en même temps, pour pouvoir être programmé, proposer la performance, on est obligé de jouer avec les règles du système Mhm. en essayant de proposer quelque chose qui est
un peu contre les systèmes ou qui va déranger le système. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu compliqué. Toi, tu penses que on va dire l'institution artistique, tu penses qu'il est très systématisé, tu penses qu'il est très fermé, tu penses que qu'il n'est pas assez ouverte? Alors, je sais pas si c'est pas assez ouvert, mais en tout cas, oui, comme n'importe quel, que ce soit l'art ou n'importe quel domaine, il y a de l'ancienneté, des codes, il y a forcément des gens au-dessus qui dirigent, Mhm. qui eux ont leur propre catégorie, et comme dans beaucoup d'entreprises, ça reste quand même encore des hommes blancs. Hein. Il y a encore ce système assez hiérarchique, que ce soit dans l'art ou dans... Après, c'est vrai que j'ai fait à peu près 10 ans à travailler dans la restauration, et c'est pareil, la restauration, c'est un système hiérarchique. Et l'art, c'est un peu pareil. Il y a un système, il y a, pareil, de l'amitié, de qui c'est qui va... Enfin, c'est pareil, c'est pas tout génialissime. L'art, ça reste quand même un domaine compliqué. Mais bon, petit à petit, je sais que moi, la performance, j'essaye de la déplacer. Mhm. Je l'envoie à beaucoup d'endroits. Là, je l'ai fait à Madrid en septembre. Je vais aller à Caceres, donc c'est entre Madrid et le Portugal, si on Mhm. fait une ligne droite comme ça, en novembre. Donc j'essaye petit à petit. C'est vrai que j'ai eu la chance de la faire aussi à l'université Mhm. de Malaga. Je l'ai eu, c'était des journées par rapport au féminisme, par rapport au machisme. Et je l'ai présenté face à un public, ce sont les futurs professeurs. Ils sont en master d'éducation, de Mhm. sciences de l'éducation. Donc pour les sensibiliser sur la question aussi à l'école des règles, enfin des différences entre hommes, femmes, garçons, filles, qui est inculqué dès l'enfance en fait Mhm. finalement, donc pour les sensibiliser. Pendant l'été, je l'ai fait aussi dans un camp de vacances. Donc j'avais un public de 18 à 28 ans. Mhm. Donc ça c'est pareil, c'est intéressant finalement. Ils ont eu, sur la semaine, ils ont eu différents intervenants et ils ont compté sur moi pour faire aussi la performance et un dialogue. Donc c'est intéressant de sortir du cadre, comme tu disais, institutionnel, de tu fais ça dans un théâtre, tu fais ça dans un musée. Voilà. C'est intéressant aussi. Et je trouve ça bien que des institutions ou des musées s'ouvrent à cette proposition aussi. Mhm. Parce que moi, ça me permet aussi de dire, je l'ai fait dans un musée. Ça donne un côté sérieux à cette performance. Mhm. Donc c'est intéressant de mélanger un peu les institutions peut-être plus classiques Mhm. et des endroits où, comme dans la rue, peut-être plus proche du public. Bah oui, bah à la fin, je pense que ça veut dire l'institution marche comme une cage. Mais aujourd'hui, je pense que c'est, par exemple, on parle de que toi, tu es artiste. Alors à la fin, euh, la sociologie de l'artiste et de comment l'artiste devient connu, non? Parce que je pense que c'est un peu, il y a toujours une ambition de que on va dire, le plus grand numéro de personnes puissent voir qu'est-ce qu'on fait. Mais par exemple, aujourd'hui, ça fait pas longtemps, je parlais avec un collègue sur le concept de génie. Non? Il y a beaucoup de gens qui maintenant ils disent qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver dans les nouvelles générations, non? Dans la nôtre, un génie. Non? Mais le concept, moi, je pense qu'il a changé beaucoup. Non? Parce que maintenant, on dirait que être connu au faire beaucoup de choses, non, ce n'est pas assez. Non? Ça veut dire, par exemple, toi, tu voyages beaucoup, tu présentes ta performance en beaucoup de lieux, institutions formelles, non, et plutôt populaires aussi. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il faut avoir toujours un soutien, on va dire, institutionnel pour arriver à, on va dire, la reconnaissance populaire absolue, non? Et que le concept de génie, on va dire d'artiste national, par exemple, est toujours une cote compliquée. Pourquoi compliquée? Tu penses qu'aujourd'hui, il y a une explosion peut-être de beaucoup d'artistes. Je pense qu'il y a une raison, ou plusieurs raisons, de pourquoi les artistes aujourd'hui ont cette idée de que l'idée de l'artiste national, connu, le génie, elle est impossible. Ou peut-être tu penses qu'elle est possible, je sais pas. C'est compliqué. Les institutions en soi, ça donne un cachet, ça un peu comme un tampon, genre on Mhm. dit que c'est bien comme performance parce que c'est passé en tel et tel endroit, et Mhm. c'est pareil, t'es passé en tel endroit, tu as d'autres pauvres qui souffrent, ça te permet de monter finalement. Mhm. Mais alors, peut-être quelque chose qui est pas très sympa à dire, mais l'art, ça reste un produit, c'est-à-dire que Mhm. enfin, tu l'achètes, tu le vends, enfin, tu le consommes. Mhm. Et comme n'importe quel produit, ça reste aussi du marketing. Mhm. Pourquoi acheter tel dentifrice et pas tel autre dentifrice? Pourquoi acheter telle performance et pas telle autre performance? Mhm. Donc finalement, l'art, même si on se dit oui, non, c'est quelque chose d'artistique, c'est une création, c'est libre, non, 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 ça reste soumis à des lois de marché Mhm. aussi. Et donc oui, pour arriver à un certain point de reconnaissance nationale, c'est beaucoup de travail, ça évidemment, mais c'est aussi beaucoup de connexions, beaucoup de temps passé à rencontrer des gens, à comment tu te mets toi en valeur, Mhm. comment tu t'exposes, surtout en ce moment sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc ça, là, ouais, l'art, j'aime pas dire ça, mais ça reste quand même un produit de consommation. Et t'es à l'aise avec ça? Ou t'es pas. Bah, faut être lucide, faut se dire c'est comme ça. Mhm.
c'est vrai que moi j'ai commencé l'art vers 30 ans, donc je suis pas arrivée en me disant oh, c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie, à 18 ans c'est génial. Non, non. Avant j'ai travaillé dans le tourisme, dans la restauration, l'hôtellerie. Je sais, les gens achètent un produit. Même Mhm. moi, je consomme quelque chose. Et l'art finalement, bah, ça reste un produit. Un tableau, bah, c'est quelque chose que tu vas acheter, que tu vas mettre sur ton mur. Tu vas consommer le plaisir de regarder le tableau. Ou tu vas consommer le fait d'aller à l'opéra. Tu vas consommer le fait d'aller au cinéma. Ça reste un produit. Et donc c'est vrai que je suis arrivée à 30 ans en me disant oui, bah, l'art, en vivre, ça serait génial. Mhm. Mais il y a beaucoup d'étapes et ça reste quelque chose. Ouais, c'est commercial en fait. Ouais, en fait, il y a une discussion, non, que je pense que il est très important. Non, c'est la discussion de l'art en soi-même, c'est-à-dire euh, faire de l'art par le fait de faire de l'art, ou faire de l'art avec, on va dire, avec une liaison sociale, non? Ça veut dire, à la fin, on peut pas faire un ouvrage sans, on va dire, sans de- indépendamment des institutions qui couvrent un peu économiquement la réalisation. Mais je crois que quand on doit faire on va dire, ce travail de marketing, des fois on est obligé aussi à sacrifier la complexité de les idées qu'on veut montrer. Non, par exemple, toi, par exemple, toi, tu as plusieurs réseaux sociaux, non? Mais par exemple, tu as Instagram. Mais toi, je vois que toi, tu n'as pas tombé dans la mode, non? Par exemple, de faire une vidéo en expliquant dans une minute, par exemple, tout ce que Non, tu fais, non? Et moi, je pense que ça, c'est bien parce que on va dire, tu utilises les réseaux sociaux. Je pense que c'est impossible de pas les utiliser. Mais je pense que tu n'as pas voulu, ou tu n'as pas non. voulu tomber dans cette mode, non? De réduire la complexité et de faire la même chose que tout le monde fait, non? Parce que sinon, je pense que tu l'aurais déjà fait. Bah, moi j'ai la chance, voilà, l'art c'est quelque chose, enfin, ou la performance, la peinture c'est quelque chose qui me plaît, mais je suis pas, enfin, mais je suis bien consciente que ça sera pas forcément mon, mon occupation principale au niveau Mhm. financier, etc. Donc c'est vrai que mais si je m'étais dit c'est ça que je veux faire toute ma vie, je veux me dédier uniquement à ça, bah Mhm. oui, il faudrait que je joue le jeu bah, des réseaux sociaux, de la présentation. Mais moi ce qui m'intéresse surtout dans la performance, c'est pas forcément le fait d'être super connu. Non, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre du public et de justement de me dire c'est mon petit. Moi aussi j'apporte ma petite pierre à l'édifice, mon petit grain de sel dans faire changer les choses pour la communauté queer. Mhm. C'est ça qui moi m'intéresse, c'est d'avoir une connexion avec le public. C'est pas de vendre ma performance partout. Si tout le monde me l'achète, bien évidemment, je la fais partout. Mais ce qui m'intéresse plus dedans, c'est pas le fait, ouais, c'est pas d'être connu, c'est de pouvoir avec une petite performance peut-être venir changer ton quotidien ou te faire réfléchir. Ou me dire, par exemple, quand je l'ai fait dans la rue, à un moment, j'avais des jeunes qui avaient 17-18 ans qui sont venus et qui à la fin me disent est-ce que je peux te prendre dans mes bras. Et là, Mhm. je me suis dit, et clairement, à voir leurs émotions, je me suis dit, c'est qu'ils sont en train de passer parce que moi, où je suis passé moi, il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans. Et je me suis dit, ben, je les avoir touchés, c'est ça. Enfin, c'est vraiment dans la performance, la connexion humaine qui, moi, m'intéresse, en dehors de l'aspect économique. Mais surtout, ouais, le lien, la connexion. Donc je me dis, l'art, je vais l'utiliser pour essayer, bon, c'est peut-être un peu utopique, mais de changer un peu le monde. Enfin, Ouais, faire d'améliorer un peu un le petit monde, change. d'essayer de faire quelque chose, et si je peux réussir à toucher quelqu'un ou à faire qu'une personne se sente mieux Mhm. ou répondre à des questions, que quelqu'un s'interroge ou d'essayer d'apporter un peu plus de tolérance, c'est peut-être un peu ouais, utopique mon truc, mais Non, c'est ce qui moi me motive à. mais en fait, c'est intéressant de comment une performance qui, on va dire, qui consiste dans quelqu'un enfermé dans une cage, non? Qui puisse, on va dire, qui puisse bouger à les spectateurs de l'isolement, non? On va dire, parce que tu viens de parler de cet exemple, non? Que quelqu'un, une fois on va dire qu'il a assisté à ta performance, non? Bah, il t'a embrassé comme ça, non? Euh, pour moi, c'est très important parce que ça parle de que il y a toujours on va dire, il y a une absence, non? Je dirais qu'aujourd'hui, il y a il y a une méprise de rencontrer quelqu'un, de parler avec quelqu'un. Non, on dirait que c'est un peu le culte de l'isolement, non? Et que l'isolement, à la fin, doit être cassé, non? C'est-à-dire, par exemple, Aristote il parlait de qu'on ne peut pas vivre en société, on ne peut pas vivre si on ne vit pas en société. On a besoin toujours de l'autre, non? Et c'est vrai que la cage, on peut l'entendre un peu à partir de Weber et tout ça, mais je pense surtout que c'est très intéressant parce que permet d'établir un lien avec les autres. C'est-à-dire, quelqu'un voit que quelqu'un est enfermé, se reconnaît on va dire, dans les barres de cette cage et sort vers l'autre. Non, je pense que et c'est là que je reconnais, je ne pense pas que ce soit utopique parce que je pense que tu le réussis. Et peut-être pour les gens, on va dire, qui développent une ambition sans mesure nationale, qui pensent
On va dire que vraiment il change les choses, mais à vrai dire c'est plus superficiel que ça. C'est une autre manière d'aborder l'art. Après, chacun a son chemin et ses ambitions. Mhm, Donc voilà, moi je sais que c'est pas forcément quelque chose qui va me mhm. correspondre à moi, mais après voilà, chacun son chemin, chacun sa manière de faire. Donc voilà, moi je reste peut-être plus local, plus petite à faire mais c'est voilà, c'est ce qui moi me remplit à Mhm. l'intérieur. Par exemple, aussi quand je fais de la peinture, ben, c'est ça, je les mets sur le mur, c'est sympa. Alors en général, j'essaie de faire des visites guidées parce que c'est le moment moi qui m'intéresse de pouvoir raconter. Bien sûr. Et je trouve ça un peu frustrant quand c'est juste sur le mur et les gens ils viennent, ils voient, mais je suis pas. Enfin, il manque le contact. Alors Mhm, que c'est ça. finalement, la performance c'est quelque chose qui va plus me plaire parce que c'est beaucoup plus stressant parce que je suis devant et C'est plus il y a impliqué, les bien yeux et sûr. voilà. Mais je trouve que ça me remplit plus au niveau émotionnel. Ou la première fois que j'ai fait la performance, c'était dans une toute petite salle et finalement, les personnes venaient toucher avec leurs Mhm, mains au niveau de la cage. Moi j'étais là, il y avait le plastique, il y en a certains qui sont venus mettre leurs mains. Alors je sais pas, il y en a un, j'ai une photo, je sais pas qui c'est. mhm. Et merci beaucoup. Alors, parce que vraiment, ou à la fin, quand je suis sortie, à un moment, c'est pareil, j'étais effondrée sur le sol en train de pleurer à la fin. Et il y a eu une personne qui s'est approchée et qui m'a caressé la joue en me disant, mais tout va bien. Je ne sais pas qui est cette personne, Mhm. mais ça a été un moment pour moi qui a été très marquant. Et je pense que si la personne est venue vraiment s'approcher de moi, c'est que ça a dû la marquer aussi. Donc, oui, c'est ça, la relation humaine. Comme tu dis, on est tous isolés, un peu, enfin, surtout de plus en plus isolés. Et c'est un moment de connexion finalement et Mhm. d'avoir quelqu'un proche et tu peux vraiment en échanger. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et l'idée d'isolement, elle est, on va dire, elle est présente dans ta, on va dire, dans ton expérience biographique, parce que, on va dire, dans beaucoup d'interviews qui t'ont fait, on va dire, il présente toujours le fait que tu as commencé, ton explosion artistique, tu as commencé après le Covid, non? Alors, ça me rappelle un peu la phrase de Georges Bataille quand il parlait de que l'érotisme, c'est, on va dire, la crise de l'isolement, non? Parce que pour lui, l'érotisme, c'était on va dire, la capacité de contacter avec un autre, non pas nécessairement sexuel, mais en fait un contact. Non, même parler pour lui, ça aurait été un acte d'érotisme. Alors, est-ce que pour toi, ça a été on va dire euh, une situation nécessaire, c'est-à-dire c'est un point de référence de ta vie, l'isolement du Covid pour ton Mm. carrière artistique? Oui, ça a été le point de départ en fait, parce qu'avant j'ai toujours, comme je dis, dans différents pays, travaillé dans la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, donc je suis, c'est-à-dire que toute la journée, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, en Mhm, contact avec des gens toute la journée. Et finalement, le Covid a pu pouvoir travailler dans la restauration parce que tout était fermé. mhm. Donc je suis rentrée en France, j'étais retournée vivre chez ma maman et oui, je me suis dit, j'ai besoin d'avoir un contact avec les autres. Parce que je me dis, même la restauration, j'ai un petit impact sur toi en fait. C'est-à-dire que enfin, c'est pareil, je me dis, c'est un peu stupide ce que je dis, mais par exemple, tu viens dans le restaurant et tu passes une bonne soirée. J'ai été enfin, par mon service et ma manière de prendre soin de toi, j'ai été part d'un moment de bonheur ou un moment agréable pour toi. C'est-à-dire que j'ai contribué à rendre ta journée meilleure. C'est comme une performance C'est aussi, un non? peu, voilà, alors que tu dis, bon, je t'ai servi un café et un plat, enfin, c'est pas. Mais, ou par exemple, quand les personnes arrivent le matin, à 7 h du matin, moi, je connais ton café, tu viens tous les matins, donc je te porte ton café, ton muffin. Enfin, tu commences bien la journée parce que grâce à moi, bah, grâce à mon attention, tu vas commencer à éclairer un sourire. Mhm. Et justement, ce lien avec l'autre, au moment du Covid, je l'ai perdu parce que je vivais juste avec ma maman. J'ai arrêté de travailler pendant quelques mois parce que les restaurants étaient Bien fermés, sûr. les hôtels, enfin les musées, enfin, tout était fermé. Et c'est vrai que ça a été un moment où je me suis dit, si je peux pas retourner, parce qu'on savait pas combien de temps ça allait durer, donc je me suis dit, si je peux pas retourner dans la restauration, l'art, ça m'avait toujours plu. J'ai toujours été allée voir des galeries, voir des spectacles, voir des musées. C'est quelque chose qui, moi, de manière passive, me plaisait moi en tant que public. Et je me suis dit, ça peut être une autre manière de m'exprimer finalement. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai commencé, je me suis inscrite en licence d'art plastique, j'ai fait la licence d'art plastique et à côté de la licence, j'ai développé des projets comme la performance. Donc ça a été un autre moyen de connecter. Mhm. Mais c'est vrai que quand je réfléchis, c'est toujours très orienté vers l'autre et connecter et apporter quelque chose à mon tout petit niveau, mais apporter quelque chose à l'autre. Ouais, c'est vrai, surtout aujourd'hui qu'on parle on va dire de cette expansion de l'individualisme, maintenant, de que chacun voit pour soi, non? Et on a perdu peut-être un peu le sens de la communauté, non? En fait, je pense que aujourd'hui, on va dire, dans la sociologie, sociologie de l'artiste, ils ont toujours parlé qu'un artiste a besoin de son, on va dire, de son groupe de collègues, non, d'artistes, non, ça veut dire il va toujours avoir un soutien communautaire à niveau artistique, non, on va dire euh, maintenant on parle beaucoup des groupes artistiques, non. Est-ce que toi tu as ce soutien, ça veut dire que tu as un groupe artistique avec toi ou tu fais partie d'un groupe artistique on va dire
que te soutient dans un sens aussi identitaire comme artistique? Je pense que c'est très intéressant parce que le processus créatif, quand par exemple, si tu peins quelque chose, ben, t'es toi avec ta peinture, ta toile. Donc Mhm. c'est quelque chose, un processus assez solitaire et c'est intéressant et c'est important, je trouve, de communiquer et de voir avec d'autres artistes aussi parce qu'ils passent par le même processus que toi, à être Mhm. tout seul dans leur studio, dans leur chambre, dans leur cuisine, à peindre ce qu'ils peuvent peindre et justement échanger sur ces. Et on a les mêmes doutes aussi à se dire, bah, est-ce qu'on va pouvoir exposer, est-ce que pas, qu'est-ce qu'on. Enfin, donc c'est important ouais, de se soutenir, même au niveau technique. On va apprendre une technique de l'un, de Mhm. l'autre. Donc les échanges, je trouve ça très important. Et c'est vrai que bah, à Malaga, bon, il y a tout un groupe d'artistes. On se voit souvent aux expositions, on se voit aussi en dehors des expositions. Donc oui, c'est important d'avoir ce soutien-là parce que finalement, oui, par exemple, la peinture, je prends l'exemple de la peinture, mais ça peut être la gravure ou même n'importe quel autre art. C'est un processus assez solitaire. Mhm. Donc je pense que c'est très important ouais, de sortir et d'avoir des contacts. Et puis bah, forcément, comme dans n'importe quelle occupation, tu te lis d'amitié avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Mhm. Donc finalement, bah, ils ont des intérêts artistiques ou des mêmes références culturelles que toi. Bah, ça reste. En fait, je pensais aussi que parce que bien sûr, quand un artiste, on va dire, se relationne avec une communauté d'artistes, non? Ou une résidence artistique, par exemple, avec les membres d'une résidence artistique, euh, des fois il y a ces intérêts communs, non? Mais aussi, on va dire comme beaucoup d'artistes, ils ont parlé, non? Il y a toujours des tensions, non? Des Hmm. compétences, non? Et je pense que c'est un des éléments qu'on critique toujours dans le queer, non? C'est toujours cette sensation de qu'un doit être supérieur à l'autre, un peu aussi parce que ça obéit à la systématisation des mérites, non? Et de que quelqu'un il doit être au-dessus, non? Hmm. Est-ce que tu penses que le monde artistique, comme toi tu le connais, ça veut dire par où toi te bouges, est-ce il existe la présence de ces tensions et de ce système de Hmm. compétences? Mais comme dans n'importe quel groupe, à partir du moment où les places sont limitées au Mhm, bien sommet, sûr. forcément il y a une compétition. Donc là c'est pareil, nous par exemple dans le milieu artistique, les places, bah, ce qui veut dire c'est bah, les galeries, parce que certaines galeries bon, bah, ont tant d'expositions individuelles à l'année, Mhm, donc on va tous se battre pour ces trous-là. Ou pareil quand il y a des concours, mhm, on en voit tous. Donc finalement, on est content que tout le monde en voit. bien Mais sûr. on se dit, mais si d'autres n'en voient pas, j'ai peut-être plus de chance moi. Mhm, Donc c'est cette espèce de compétition parce ouais. qu'à un moment, il y a une limite. Et Mhm, donc comme il y a un nombre limité, bah, on se bat tous pour les mêmes. Donc que ça soit de l'art ou dans n'importe quel métier, bah, à partir du moment où il y a une limite en haut, bah, il y a de la compétition. ouais, en fait, c'est un modèle parce que je me rappelle, il y a des études anthropologiques, on parle beaucoup on va dire, du concept de bien escasso, non? De quelque chose que ça existe, que c'est un recours, c'est une ressource, mais il n'y en a pas beaucoup, non? Alors, on a la sensation de que si quelqu'un est là, de que par exemple, si toi, tu arrives à exposer, non? Tu arrives à présenter ta performance quelque part, quelqu'un il va penser, si toi, tu l'as réussi, c'est-à-dire que moi, j'ai perdu l'opportunité de le faire, non? Et Mm. alors, Mais c'est comme le sport. bien Pour sûr. arriver, enfin, toutes les équipes vont pour le même championnat et il n'y a qu'une équipe gagnante à la fin. Mhm, Donc finalement, c'est pas, ouais, c'est ça. Mais oui, comme tu dis, c'est vrai que si je me dis si moi je présente, ça veut dire que ce jour-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui va présenter. mhm, Ou si quelqu'un présente, bah, c'est pas moi qui présente ce jour-là. Après, moi je me dis, je trouve ça bien qu'on se soutienne tous et je me dis, bah, telle ou telle personne, si elle réussit, je sais que si elle a un projet ou elle a besoin d'aide, elle mhm. va compter sur moi. Si moi je me réjouis pour l'autre personne, bah, c'est cool. Si moi, par exemple, j'ai besoin, parce que je me dis, un artiste, il peut pas réussir tout seul, tout seul, tout seul. Mhm, T'as forcément, même moi, la performance. J'ai fait appel à, par exemple, à Daniel Blacksmith, mhm. qui m'a fait la musique. Yolanda Montiel, elle m'a fait toute la partie vidéo. Enfin, je veux dire, et il y a des personnes qui m'ont ouvert les portes à la base. Il y a différentes personnes qui m'ont dit, bah tiens, tu vas avoir accès à ci, tu vas avoir accès à ça, je vais t'inviter toi, parce que j'ai entendu que ta performance était bien. Donc, c'est pas moi toute seule qui réussit à faire la performance. Mhm. Ou même les personnes qui autour m'ont, quand j'ai discuté un peu du thème ou par travailler le texte, quelqu'un m'a dit ah mais j'ai vu la performance, peut-être que je rajouterai ça dans le texte ou je rajouterai peut-être que l'éclairage comme ça, la musique. Enfin, donc c'est finalement un travail un peu commun avec beaucoup de personnes qui m'ont soutenu. Mais Alors, après c'est vrai que les l'artiste, personnes, l'artiste au sommet va dire oui je suis artiste, mais non non c'est il une y a illusion un tout. petit peu, non, on voit que c'est plus complexe que les actions d'une seule personne, non, Oui, et puis on se passe aussi les bons plans en disant, ah ben tiens, moi j'ai envoyé à tel endroit, ou ah bah tiens, tel endroit, eh ben, ils attendent ça, 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 ou ah tiens, est-ce que tu as vu, il y a un appel à projet, est-ce que tu as envoyé parce que ça correspond à ton truc à toi et pas au mien, donc c'est pas mal. Mais après, ça dépend des personnalités. Il y a des artistes qui sont plus dans le partage et qui Mhm. sont plus au niveau bah, amitié en se disant, bah, si on monte tous vers le haut, c'est bien. Et il y en a d'autres qui jouent beaucoup plus solo en disant, non, mais moi c'est moi d'abord et puis les autres, on oublie. Donc après, chacun, c'est une question de personnalité aussi. Mhm. Je crois que pour être artiste, maintenant, il parle beaucoup on a parlé, le concept d'ambition a apparu beaucoup de fois pendant cet entretien.
tu penses que pour être artiste, on doit avoir enfin pour les psychanalystes, on a tous un, non, mais il faut avoir de l'ego, on va dire, il faut être individualiste pour devenir artiste, ou il faut avoir une conscience plutôt vers l'autre, comme tu en as parlé. Je sais pas, je me dis, tous ceux qui réussissent, même quand tu vois au niveau politique, etc., tous ceux qui sont au sommet ou dans les entreprises sont tout à fait au sommet, c'est très individualiste quand même. Mhm. Donc je sais pas. Enfin, je me dis que oui, pour réussir, il faut peut-être des fois. Moi, j'aurais du mal à le faire, mais je me dis, à un moment, il faut faire des choix aussi en se disant, bah, je vais laisser telle ou telle personne de côté, ou je vais, parce que je vais me centrer sur moi-même. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à faire ça, je reste plus dans la. Mais je me dis que oui, il y a des moments, il faudrait peut-être être plus individualiste pour monter plus haut, plus vite. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de monter plus haut, plus vite? Pas Ouais. forcément. Je me dis, je préfère ouais, rester là où je suis et profiter de mon public Moi, je pense que c'est une puis bonne philosophie. voilà. Puis moi, me regarder dans le miroir le matin en me disant oui, oui, ben, si je réussis, c'est parce que j'emmène autour de moi une équipe et que j'avance, plutôt que de me retrouver à me regarder dans le miroir et me dire j'ai personne autour de moi. Mhm. Parce que juste j'ai réussi et que j'ai écrasé tout le monde. Voilà. Voilà. Après, chacun, voilà. S'il y en a qui ont envie d'aller plus vite, plus haut, plus fort, qu'ils le fassent. Mhm. Après, c'est. Personnellement, c'est pas forcément ma. Après, on va penser que on parlait d'être à l'aise dans la cage, mais à la fin aussi la question c'est d'être à l'aise avec soi-même, non? Et que c'est vrai que des fois, on va dire, les sociologues parlent de le accélérationnisme, non? De comment les gens bah, ils veulent profiter de cette systématisation du capitalisme jusqu'à les dernières conséquences, non? C'est-à-dire on sait que les choses s'accélèrent, mais à la fin ça nous fait entrer dans une nouvelle cage, non? Par exemple, si tu voudrais faire une campagne de marketing plus agressive, non, au plus à la mode, comme certaines personnes le font, mais à la fin, tu rentrerais dans une cage aussi, tu rentrerais dans une cage où simplement, et pas simplement, tu n'es pas à l'aise, et en plus de ça, tu sens que le facteur commercialisation sacrifie toute l'authenticité de ton ouvrage, non? Après, c'est Euh, ça, c'est des choix à faire. À voir quel choix tu fais et comment tu te sens toi avec les choix que tu fais. C'est- À la fin, ouais, mais à la fin, il y a beaucoup d'incertitudes non, dans ces choix, non, Mm. parce que je sais pas, toi, on va dire quand tu as commencé ton chemin pour devenir artiste, t'as senti une grande incertitude. Ça veut dire que t'as été, on va dire, assommé par cette incertitude, ou tu l'as vécu d'une façon plus naturelle, plus organique. J'ai pas forcément été assommée. Je me suis mise, comme je dis, j'ai commencé vers 30 ans, donc je me suis mise dans l'art en sachant à peu près à quoi m'attendre, en me disant que je puisse en vivre et que je sois super connue et que vraiment c'est très peu probable. Mhm. Donc je suis pas allée avec des illusions en me disant oh ça va être génial. Je savais à peu près à quoi m'attendre. Mhm. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai pas forcément été déçue ou très stressée parce que je me suis dit si ça marche c'est bien, si ça Mhm. marche pas c'est pas grave. Donc je me suis pas mis en stress forcément quand je dis ah, c'est pas grave. Si un peu c'est grave parce que j'aimerais bien que ça marche, ouais, je me suis pas mis de pression. Parce que maintenant que toi, on va dire, moi, je pense, quand je pense dans les référents, surtout internationaux dans notre ville et surtout par ton chemin, je pense que tu es une référence, surtout pour les personnes qui vont commencer à étudier non, et voir comment établir une carrière ou comment commencer une carrière. Parce que des fois, on a la sensation que les gens qui commencent un certain chemin et une certaine carrière, ils veulent arriver tout de suite. Non. Alors, beaucoup de fois, on voit que on va dire le chemin, non, el sendero, comme on dit en Espagne, non, des fois, les gens, ils veulent pas profiter de ce chemin, non, ils veulent arriver directement jusqu'à la fin, que la fin, c'est avoir de l'argent, être payé pour ce que tu fais, non. Alors, quel conseil te donnerais à quelqu'un qui veut commencer dans son chemin artistique et que, on va dire, bah, qu'il se trouve un peu entre ça, non, entre l'ambition et l'incertitude, non. Bah, c'est que c'est long, c'est comme n'importe quelle autre occupation, autre emploi, c'est-à-dire que enfin, c'est du travail quotidien et petit à petit tu gravis les échelons, petit à petit tu montes, mais c'est du Mhm. travail quotidien. Après, c'est vrai que tu peux aller très vite, très fort, mais à un moment, bah, t'exploses. Si tu vas trop vite, trop fort, tu peux tenir, tu tiens, et à un moment, soit tu t'es dégoûté par ce que tu fais, t'en peux plus, t'es là, non, mais ça me plaît plus. Mhm. Alors, faut prendre son temps et l'échec fait partie. Alors, c'est ouais, un conseil, c'est que l'échec, parce qu'on est tous là sur les réseaux sociaux, ah oui, je vais faire la performance là, eh oui. Mais le nombre de fois où j'ai envoyé la performance et on m'a répondu non, ou même on ne m'a absolument pas répondu Mhm. au mail, ça je le raconte pas sur les réseaux sociaux. Donc oui, bah tiens, je l'ai fait à Madrid, oui, mais combien de fois je l'ai envoyé à différents endroits de Madrid pour réussir à l'avoir une fois. Donc c'est voilà, il y a beaucoup, on va recevoir beaucoup de non ou pas de réponse du tout.
Mais ouais, continuer et pas se laisser décourager. Et à des fois, ben, ça va moins bien marcher. Moi, je sais que la performance, il y a des fois, il y en a une fois où je l'ai faite et j'en suis pas fière. Enfin, Mhm. je l'ai pas bien senti. J'ai vu les vidéos, c'est pas bien sorti. Or, c'est intéressant parce que je l'ai prise et je me suis dit, qu'est-ce qui a pas marché? Et donc, j'ai effectué des modifications. Après, c'est pareil, je l'ai fait une autre fois, je me suis dit, ah ok, ça a marché, je continue à garder tel ou tel élément. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps de la réussite non plus. Il y a des fois, ben, on se plante et faut juste reconnaître qu'on s'est planté. Et bon, ça fait un peu mal à l'ego, bien évidemment, mais ça permet de progresser. Donc même des fois, il y a des trucs, enfin, des peintures que j'ai faites et où j'avais pas le temps, ça allait vite, et je suis pas très fière du travail que j'ai pu présenter. Mhm. Donc ça fait partie aussi des remises en question, de se dire, bah peut-être que des fois on fait des trucs, c'est pas. Mais l'important, c'est de rester fidèle à soi-même. Il y a un moment où moi, voilà, je travaille surtout sur des choses abstraites, et à Malaga, les choses abstraites, ça ne se vend clairement pas. Mhm. Donc faut pas, alors que voilà, tu dis, ouais, je vais faire quelque chose de beaucoup plus pop, beaucoup plus coloré, ça se vendrait peut-être un petit peu plus, mais c'est pas ça moi qui m'intéresse, c'est pas le message que je veux faire passer, c'est pas ça qui me plaît, donc Mhm. non. Donc faut rester ouais, fidèle à soi-même, même si des fois ça peut être un peu compliqué, et être patient et travailler, ouais c'est ça. Puis que l'échec fait partie, Ouais, à la fin, toujours, on dit que l'échec est orphelin, non? Parce que personne ne veut le reconnaître, non? ouais, mais ça fait partie du chemin. Ça, Ça, c'est important, je pense. euh, Pour moi, c'est un entretien excellent. Écouter quelqu'un si professionnel, parler en sa propre langue et avec on va dire, la précision, parce que je pense que tu as été très précis avec ta performance, avec ton histoire, avec ta carrière. Et j'aimerais bien finir. J'aime bien on va dire que une référence dans ce monde, offre une autre référence. Ça veut dire, qu'est-ce que tu voudrais, une recommandation, même si c'est un film, de la musique, un livre, quelque chose que tu aimerais bien montrer aux autres, une nouvelle ouverture, non? À la fin, connaître, c'est toujours une ouverture, non? Une surprise parce que c'est quelque chose qu'avant on connaissait pas, non? ouh, c'est très très compliqué. Oh là là. Ah, c'est dur parce que je me dis si j'en choisis qu'un, ça veut dire que c'est mieux que les autres, alors qu'en fait, il y en a plein qui sont bien, que ce Mais ça soit te des vient à films ou que l'esprit. c'est. Oh, la musique. Je sais, en plus de la musique, je sais quand je peins, souvent je mets de la musique, mais ça va de tout, ça va de la musique classique à du punk, du rap, de la K-pop, enfin vraiment, donc c'est très très compliqué. Ah, j'ai pas une référence Un comme dernier ça. film, quelque chose que tu as vu. Ah, je suis pas très film. Non, mais moi je me dirais n'importe quelle chose sur une plateforme de musique, vous mettez et vous laissez pas et vous cherchez des trucs que vous connaissez pas, vous cliquez dessus et ça vous amène à des découvertes. Moi, enfin, je suis une personne qui se laisse beaucoup surprendre. Pareil, quand je vais à l'étranger, je choisis un peu les villes, je sais ce qu'il y a à faire et puis après, ben, je passe des heures à marcher au hasard dans les rues et à découvrir et à me laisser émerveiller par une rencontre, par un moment. Donc là, au niveau musique, c'est un peu pareil. Des fois, il y a enfin, sur les plateformes, il y a des propositions. Moi, je clique comme ça, je sais pas. Et finalement, ça m'emmène à travers un voyage. Donc, peut-être pas un truc, mais rester très ouvert et oser. Des fois, on se dit, on sait pas, et essayer. Vraiment essayer. C'est, ouais, j'ai Alors, pas une référence ta en soi. recommandation, c'est la surprise, La non? surprise, ouais, se laisser surprendre et pas juger à la base. Parce que des fois, on se dit, oui, bon, je sais pas, la K-pop, on s'en fout. Et en fait, non, t'y vas et t'écoutes un peu. Tu te dis, bon, allez, pourquoi pas. C'est vrai que moi, il y a quelques années, je disais, bon, bah, je sais pas, c'est des Coréens là qui font des chansons et puis des danses et tout. Enfin, voilà. Ou la musique classique, tu dis, oui, bah, la musique classique, c'est chiant. Mais en fait, non. Enfin, par exemple, même la musique classique, tu te renseignes sur le compositeur, tu te renseignes sur la pièce de musique, enfin le morceau, à se dire qu'est-ce que ça voulait dire. Donc finalement, je trouve ça intéressant. Il y a plein de choses, même des fois, je vais à des expositions, même si ça m'intéresse pas plus que ça, j'y vais juste par curiosité. Mhm. Et finalement, il y a une rencontre avec, bah, je sais pas, une photo, quelque chose, en me disant, ah ouais. Et non, ouais, c'est ça. Peut-être pas une référence précise, Mais mais l'ouverture aux une références, ouverture, non? ouais. Vraiment, et pas juger en premier. Parce que c'est vrai que des fois, moi, ça m'arrive aussi de juger, de me dire, oh, ça, je sais pas. Et en fait, non, essaye quand même. Ouais, c'est mettre en question, c'est queer, ça, à vrai dire, d'être ouvert et pas catégorisé. Mm. Bah écoute, ça a été un plaisir, Evelyne. Bon, enfin, je pense Ouais, que, pour moi aussi. bah, j'espère, et enfin, j'espère que le public il va aimer. Te remercier encore une fois. Et que quand tu peux revenir, quand si un jour on va dire, on se rencontre encore une fois, bah, on peut le refaire et on parlera de tes nouveaux projets, si tu veux. D'accord? Mm. Bah, avec plaisir. Puis, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.